mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'un des présumés assassins du président Jovenel Moïse, le Colombien Antonio Palacios, a comparu devant un tribunal fédéral en Floride. Le mercenaire a été officiellement inculpé. Le sénateur Yuri Latortue se dédouane de toute responsabilité dans les événements regrettables enregistrés le 1er janvier dernier au Gonaïves à l'occasion des 218 ans de l'indépendance. Selon lui, ces incidents auraient pu être évités. L'État haïtien est vu comme le gang le mieux structuré de la Caraïbe par nos voisins ainsi que par une partie de la communauté internationale. C'est ce qu'a révélé le professeur James Boyard. L'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse est relancée. Les révélations du mercenaire et soldat colombien Antonio Palacios devant un tribunal fédéral en Floride pourraient servir de piste aux juges instructeurs haïtiens. Monsieur Palacios, appréhendé au Panama, a été transféré aux États-Unis sur sa demande. Dans sa déposition, le militaire colombien a indiqué qu'il avait été recruté par une firme pour enlever et transférer à l'étranger le président Moïse. Toutefois, il explique que le plan a été modifié la veille de l'assassinat. Il a également fait mention de l'implication d'un ancien officiel haïtien dans le complot. Les révélations de Palacios n'ont pas été rendues publiques. Une nouvelle audience est fixée au 31 janvier de cette année. Le Colombien risque la réclusion à perpétuité s'il est reconnu coupable dans l'assassinat du président Moïse qui a eu lieu le 6 juillet 2021. Les révélations de Palacios peuvent servir d'indice pour rechercher d'autres auteurs et complices de ce crime crapuleux. Le mercenaire colombien, objet d'un avis de recherche d'Interpol, avait été appréhendé à la Jamaïque quelques semaines plus tôt. Je cite, « L'État haïtien est vu comme le gang le mieux structuré de la Caraïbe par nos voisins ainsi que par une partie de la communauté internationale. » Fin de citation. C'est ce qu'a fait savoir le professeur James Boyard. Selon lui, l'appareil d'État est tellement infiltré par les complices des criminels. Ces derniers ont une telle capacité d'influence sur les décideurs que la nécessité d'un grand nettoyage est devenue obligatoire. En outre, le professeur à l'Université d'État d'Haïti assure que l'insécurité actuelle impacte la légitimité du gouvernement aux yeux même de la population. Ce qu'on appelle l'insécurité en Haïti n'est pas forcément de l'insécurité, c'est de la politique. C'est de la politique. Donc ce qui fait que le premier facteur à la base de cette insécurité, ce sont les facteurs politiques. C'est la criminalisation, justement, de certains hommes politiques, de certains décideurs politiques, qui permettent et qui créent la prolifération des gangs armés et qui permettent à gangs armés d'arriver aussi puissants. OK? Presque au point que vous pensez que vous pouvez légitimer l'action par devant les médias, par devant l'opinion publique nationale. Nous établissons 3 facteurs qui sont à la base de cette crise de sécurité. Ces facteurs politiques que ça m'a parlé, avec ces facteurs institutionnels, avec la faillite des institutions productrices de la sécurité, telles que la police. Parce que pas oublier que les gens disent la police on assiste à une contre-performance de la police dans la lutte contre les gangs, c'est parce que la police n'a pas de moyens matériels suffisants. On me dit que c'est parce que nous ne pas comprendre, ne pas appréhender les vrais problèmes de la police. Évidemment, il y a une faillite de la PNH, mais ce n'est pas forcément dans le sens de faillite des ressources matérielles, des capacités d'intervention. C'est vrai que la PNH a besoin de renforcement de ses capacités d'intervention, capacités matérielles d'intervention, mais je dis à me garantir que même lorsque ou bail
la police, presque les mêmes ressources que l'armée américaine, il n'est pas privé d'intervenir. Lorsque je parle de volonté politique, je parle plus de courage politique. Je ne parle même pas de la compétence politique, je parle de courage. Parce que même, c'est vrai qu'un gouvernement actuellement n'a aucun intérêt pour l'accepter une situation pareille, parce que cette insécurité porte atteinte à impact négativement sur la légitimité du gouvernement. Parce que son gouvernement n'est pas capable de sécurité, donc il n'est pas légitime, il n'est pas crédible. L'entête population et l'entête partenaires étrangers autour. Donc ce qui fait qu'un gouvernement a tout intérêt pour l'investir, pour lui résoudre le problème et insécurité ça. Mais le problème qui se passe, c'est que l'appareil d'État, l'appareil politico-administratif est tellement infiltré par ce qu'on appelle des énergumènes, est tellement infiltré par des pseudo-criminels, qui fait que ces pseudo-criminels, eh bien, ils ont des postes de pouvoir, et même lorsque ils n'ont pas à l'intérieur de l'État en soi, eh bien, ils ont des capacités pour influencer certains responsables. Eh bien, ou même capable de volonté politique là, et pour passer des instructions qui ne sont pas respectées. Eh bien, il faut avoir suffisamment de courage politique pour éliminer ce qu'il faut éliminer, pour changer ce qu'il faut changer, les personnes qu'il faut changer. Le sénateur Yuri Latortu estime que les événements regrettables enregistrés le 1er janvier dernier au Gonaïves à l'occasion des 218 ans de l'indépendance auraient pu être évités. L'ex-élu de l'Artibonite a fait remarquer qu'il avait proposé à l'équipe en place de dialoguer avec les groupes armés de la Cité de l'Indépendance avant le déplacement. Nous conseillons sous question que il y a différents groupes Gonaïves. Il y a différents groupes Gonaïves et groupes ça il y a des groupes de l'opposition, de l'ancienne opposition. Il y a des groupes, c'est des gens qui étaient à Jovenel. Il y a des groupes qui sont signataires de l'accord. Il y a d'autres groupes qui ont des insatisfactions politiques. Et que nous souhaitons parler à Mounsayo pour créer une atmosphère et le finir intégrer dans sa affaire. Malheureusement, nous voyons que ça n'a pas fait. Et dans fin mois, il y a plusieurs ministres qui te relé nous, qui te dit nous exactement qui situation. Nous te expliqué exactement mais comment situation est. Il faut mettre un leadership politique pour que vous parler à Mounso parce que le problème, c'est un problème politique. Et jusqu'au 31 décembre, nous avons parlé avec des responsables. Nous avons parlé avec des responsables de police. Et là, nous n'avons pas de capacité politique, ça, nous avons simplement dit, gens qui nous, que, attention, si nous n'avons pas résoudre le problème, mieux vaut que nous renvoyer et venir, nous faisons l'autre là, parce que dans la situation que nous y a, il faut nous éviter toute question d'affrontement, il faut nous éviter la situation dans ce moment ça. Malheureusement, le gouvernement vini, ou joignent des gens qui sont blessés, ou joignent même un jeune qui mourit, c'est Diogène, Yves Diogène, que nous regrettons et que nous condamnons ce qui passé. Parce que moi, je pense que pas de leadership politique qui était déployé pour te jouer une capacité politique ça, pour que tu parles à tout le groupe. Parce que nous sommes dans une situation difficile. Il faut que vous parlez à tout le monde pour que vous arriviez à joindre la situation. Ça. Nous disons que ça arrive à nous regretter, nous condamner et en même temps nous porter condoléances à les gens qui tombent, qui sont les Latibonite. Mais le gouvernement a un seul bail pour le faire, c'est de déployer le leadership politique, capacité politique pour que n'était pas là tout le monde. Et moi, je pense que la solution, c'est ça que lié, il pas l'autre que capacité politique pour parler avec tout le monde. En prélude au 12e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010, l'organisation REH Haïti organise une semaine porte ouverte autour du thème 12 janvier 2010, nous pas mourir, 12 janvier 2022, n'a célébré la vie. Cette activité, qui a débuté le mercredi 5 janvier, vise à fournir un accompagnement gratuit aux handicapés dans le pays et notamment à ceux qui ont été victimes lors du passage du tremblement de terre.
Suivez les explications d'Emmanuel Madigra de l'organisation REH Haïti. Après le tremblement de terre a fini passé, nous connaissons l'État a négligé tout le monde, une série de monde, nous dit dans le langage vernaculaire, qui n'a pas un pied, qui n'a pas un pied, qui peut dire un bras tout. Nous-mêmes ici, ça a fait, nous avons est-ce que comment nous avons aidé 12 personnes, gagner au moins 12 faux pieds. Si il fallait que 12 faux poignettes qui vous permettent que ça fonctionne. Parce que les gens qui fonctionnent, déjà, ça n'a pas de bon, les pieds pied complet. S'il n'y a pas de pied, donc ça vient plus mal. Donc si nous permettons que vous ayez 12 personnes qui ont 12 faux pieds qui ont fonctionné pendant 12 janvier, qui c'est anniversaire tremblement de terre qui était désastreux, que nous connaissons, qui était passé dans le pays. Donc nous pensons que ça va réintégrer socialement et dans le travail. Mais à partir de aujourd'hui à tout, nous avons une physiothérapie qui a fait un massage de ce jeudi qui 5 jusqu'à 11. Ça veut dire que nous n'avons pas de moyens de venir là, on a fait exercice avec lui, montrer comment faire une réparation dans la prothèse pour comment rendre que yo senti vivre dans la société puisque nous connaissons ici les gens paralysés pas de valeur, ils pas de valeur. Dans l'autre pays là aller, yo quitté parking spécial pour les gens qui paralysés. L'autre côté où aller, il y a une série de rampes yo fait pour les gens qui paralysés. Ici c'est rare côté yo fait ça parce que les gens paralysés sont pas intégrés dans la société. Donc c'est ça que fait nous dit 12 janvier, nous prenons 12 personnes symboliquement et nous fait à 12 heures, nous allons recevoir 12 personnes. 12 personnes qui ont nécessité exactement. Si nous demandons qui a fait ces 12 personnes, nous avons prendre 12 000 personnes, nous avons prendre 1200 personnes. Mais moyens sont limités parce que les coûts sont élevés pour nous faire ça. Mais il y a 2-3 autres personnes qui ont moyens, qui veulent supporter pour nous supporter plus l'autre monde. Nous sommes bien contents pour nous recevoir support. Depuis le mois de janvier 2020, il ne reste que un tiers des sénateurs, c'est-à-dire 10 sénateurs au lieu de 30. La question qui se pose aujourd'hui est celle de la date de la fin du mandat des 10 sénateurs. Certains disent que c'est le deuxième lundi de janvier 2022 et d'autres disent que ce sera le deuxième lundi du mois de janvier 2023. Alors pour trancher cette question, nous avons avec nous aujourd'hui sur le plateau de Métro News le vice-président du Sénat, le sénateur du Nord-Ouest, Kedler Augustin. Bonsoir sénateur, bienvenue à Métro News. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Radio et Télé Métropole. Finalement, 2022 ou 2023 ? En fait, je dois vous dire, c'est un débat sur lequel je m'étais promis de ne pas intervenir. Il y a le Kedler de manière personnelle, mais il y a l'homme d'État également. Mais quand même, j'essaie quand même de faire une intervention qui puisse concilier les deux. Kedler en tant qu'homme d'État et Kedler en tant qu'intellectuel. Et je crois que le souci d'apporter certaines lumières. Parce qu'en fait, quand les problèmes se posent comme ça, on a tendance à ne tenir compte que de l'instant présent. Et souvent, on apporte des solutions qui ne sont que des solutions passagères, qui ne sont pas des solutions structurelles. Je crois que ce constat que j'ai fait, c'est ce qui explique que nous sommes en train de nous poser des questions encore sur la fin du mandat. Parce que c'est un débat qui date de longtemps. L'on se rappelle, le premier cas où ce problème a été posé, c'était le 11 janvier 1999, quand le président René Préval a pris une décision, un arrêté pour dire qu'il avait constaté la caducité de la 46e législature. En effet. Et je crois que pour résoudre ce problème, les législateurs, les autorités de ce pays, les politiques de ce pays ont tenté avec l'amendement du 9 mai 2011 et ont tenté d'apporter quelques solutions en essayant de concilier le temps constitutionnel et le temps électoral. Exact. Mais malheureusement, dans cette solution, il y a eu beaucoup de difficultés encore parce que certainement, l'objectivité de la question était noyée dans la subjectivité des passions et des intérêts du moment. Et ce qui signifie que même dans cette solution, il y a encore des germes d'instabilité. Oui, d'ailleurs, lorsque le président Jovenel Moïse avait décidé de mettre fin au mandat de 2 tiers des sénateurs, ça avait fait beaucoup de bruit. Ça avait fait beaucoup de bruit, non seulement parce que 2 tiers devaient partir, mais comment revenir à la normalité constitutionnelle ? Absolument. Tenant compte des retards accumulés dans
le renouvellement des différents tiers, dans l'organisation des élections. Ouais. Donc, ce qui veut dire que ceux-là qui disent que le Sénat doit partir le 2e lundi de janvier 2022, ça boute derrière le fait qu'il y a un article dans la Constitution qui dit que le Sénat se renouvelle par tiers tous les 2 ans. Et là, je crois que c'est là toute l'interprétation. Est-ce que c'est tous les 2 ans qui est fondamental ou bien le renouvellement par tiers? Si c'est tous les 2 ans, ceux-là qui disent que le Sénat doit partir auraient raison. Mais s'il s'agit de renouvellement par tiers, cela veut dire qu'un tiers doit remplacer un autre tiers indépendamment des 2 autres, il faut se référer au tiers remplacé par les élus qui sont arrivés au Sénat à un moment bien déterminé de l'histoire. Oui. Et pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux élus, il n'y a qu'un tiers il n'y a restant. pas, donc un tiers restant. Ouais. Et nous avons remplacé le groupe des sénateurs constitué des sénateurs Richer, moi, Lucas Saint-Ville et d'autres sénateurs pour d'autres départements. Il n'y avait pas eu de retard dans leur mandat. Ils ont complété leur mandat et nous avons organisé des élections rapidement après une élection pour 2 autres sénateurs, ce qui signifie que l'organisation, peut-être dans un an, de 2 élections dans un an, répondait à l'exigence de respecter le renouvellement par tiers comme cela est prévu par la Constitution. Donc, il y a un problème parce qu'en fait, ils ont été élus, nous n'avons pas été intégrés au Sénat de la République en retard parce que l'idéal même du décret électoral et même de cet article de la Constitution était de faire en sorte de compenser les retards généralement constatés dans l'organisation des élections. Et si nous n'avions pas eu de retard, nous avions remplacé un tiers qui a fait complètement ses mandats, auquel cas, on devrait se référer à d'autres articles de la Constitution pour déterminer le mandat. Et il y a clairement un article qui dit que le mandat de tout sénateur est de 6 ans. Donc le mandat de 4 ans, de 3 ans, c'est un mandat passager lorsqu'il y a un problème. Mais s'il s'agit de renouvellement régulier, tout sénateur qui remplace un autre sénateur dont le mandat prend fin régulièrement doit avoir 6 ans selon la logique de la Constitution. Maintenant, si on me dit que l'on risque d'aboutir à la solution où le problème, où le pays ne sera jamais stable parce que le cycle soit indéfiniment troublé, je serais d'accord qu'on pose le problème de manière plus responsable, en mettant un peu de côté les passions politiques qui animent les débats pour voir ce qui peut être fait, soit dans l'adoption d'une autre constitution, soit dans un consensus, dans un débat national pour essayer de résoudre le problème. Et c'est ça ma position. OK. Vous avez fait un historique très intéressant du problème, la durée constitutionnelle, la durée... le tiers du Sénat, tous les 2 ans, etc. Mais bon, la question reste quand même là. Que va-t-il se passer le 2e lundi du mois de janvier 2022 ? Moi, je ne me pose pas trop de problèmes, non seulement du point de vue personnel, pour envoyer ou pas, et même pour l'utilité du débat ou la pertinence du débat. Je ne sais pas si le débat est pertinent parce qu'on entend dire que le Premier ministre aurait des intentions à agir de la sorte. Et je n'ai pas entendu agir de la sorte. Je crois qu'il y a d'autres problèmes tout aussi fondamentaux qui sont liés au même champ de réflexion dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que même le mandat du Premier ministre également, il y a lieu de se poser des questions parce que lui, il a été élu par le président Jovenel Moïse. Absolument, oui. Et quand il a été élu par le président Jovenel Moïse, il détient quand même une parcelle de la légitimité populaire. Cette légitimité, il la doit à M. Jovenel Moïse. Et nous savons très bien qu'il s'agissait d'un gouvernement, d'un Premier ministre ad intérim, nommé généralement pour 3 mois. Et c'est comme ça que cela se faisait avec M. Claude Joseph. Chaque 3 mois, on renouvelle. Donc, il n'a pas été renouvelé, il est là quand même. Donc, il n'y a pas eu de débat véritablement. Cela signifie, dans ma tête, qu'il est en train de gérer les affaires courantes parce que son mandat avait pris fin. Maintenant, quel que soit le débat considéré, quel que soit le point de vue considéré sur la fin du mandat du président Jovenel Moïse, à partir de février 2022, personne ne pourrait dire qu'il pouvait rester au pouvoir. Le débat a pris fin, ce qui signifie que le président Jovenel ne serait, même lorsqu'il était vivant, il ne serait plus président d'Haïti. Et s'il n'est plus président d'Haïti, on est en droit même de se poser des questions sur le mandat de M. Ariel Henry. Donc pour moi, il s'agit de tout un ensemble d'un problème, de tout un ensemble de problèmes qui méritent d'être abordés par des politiques, des hommes d'État responsables
pour essayer de résoudre la question de manière souveraine et sereine. Parce qu'on ne peut pas dire également que M. Ariel peut partir comme ça, laisser le pays, non. Mais de toute façon, le problème est posé, le problème de la légitimité de son pouvoir. Il y a déjà un très grand vide institutionnel dans le pays. Donc, si demain matin, 10 sénateurs s'en vont et que le Premier ministre fait ses paquets, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce que vous avez pu faire, hein, ce petit groupe de sénateurs? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Quelles ont été les prérogatives qui sont celles d'un sénateur et que vous avez pu exercer pendant le temps où vous avez représenté l'ensemble du Sénat, finalement? Exactement. De manière personnelle, je peux dire que je me suis toujours intéressé aux grands chantiers entrepris par le président Jovenel dans mon département, tels que la route de qui relie B2N, les Monchins, qui était qu'on mourir en pile. Je suis souvent intéressé à la construction du deuxième tronçon de la route Carrefour-France-Affoleur, Port-de-Paix, France-Affoleur, qui est financé à hauteur de 15 millions de dollars par la BID. Je suis très intéressé également à l'hôpital Ofatma, qui est en phase d'achèvement au niveau de Port-de-Paix et par la centrale électrique. Mais cependant, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas un mandat véritablement? On ne peut que parler véritablement, on essaie de toucher, d'attirer la sympathie, l'attention des autorités sur ces problèmes fondamentaux. Mais je constate avec beaucoup de déception également que les débats qui sont relatifs au bien-être de la collectivité ne sont pas prioritaires dans la vie politique haïtienne. Ce qui signifie que lors même que je fais des interventions, cette intervention ne serait pas tellement visible parce qu'en fait, tout le débat est concentré sur une question d'accord, sur une question de prise de pouvoir, et c'est ça le mal du pays. Donc, moi, personnellement, avec le Sénat, je l'avais dit, je dis au président dans le discours qu'il va faire, de toute façon, le président Lambert doit faire un discours à la nation. Je crois que la nation attend ce discours. On doit tenir compte également, parce que si j'ai un malaise, l'un des malaises que j'ai avec M. Ariel Henry, c'est que j'ai l'impression qu'il est arrivé au pouvoir, il se concentre sur la gouvernance du pays et ne se soucie même pas du principe de la continuité de l'État. Par exemple, les chantiers entamés par le président Jovenel sont abandonnés. Il n'en parle même pas. Ce qui signifie... Mais est-ce que le mandat qui lui avait été confié, autant que je me souvienne, il était double, celui de faire avancer le chantier de la nouvelle Constitution et, en second temps, d'organiser les élections dans le meilleur délai. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, il est là pour expédier les affaires courantes. Non. Est-ce que même dans l'organisation des élections, je n'ai pas vu dans ce gouvernement des velléités qui disent qu'ils sont intéressés à l'organisation des élections. Je vois qu'il y a plutôt une question de bataille politique pour occuper des espaces de pouvoir. Oui, mais déjà, là, à l'heure actuelle... C'est une bataille politique pour occuper des espaces de pouvoir. Il y a trois accords qui Montana d'un côté, 11 septembre de l'autre, Penn qui arrive en troisième, et jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus. Mais je dois dire également qu'en termes de travail, je l'ai dit, et j'ai entamé un travail sur une nouvelle constitution. Et ce n'était pas difficile pour moi parce qu'il y avait quand même une commission d'amendement au niveau de la Chambre des députés qui a fait un travail qui est appréciable. La commission Tardieu. La commission de Jerry Tardieu. Il y avait également un travail entamé par le président Jovenel Moïse. Ce que je me suis dit, étant donné que ce sont deux entités légitimes, parce que constituées de personnes élues par le peuple qui détiennent une partie de la souveraineté nationale, je ne peux pas mettre de côté les travaux de cette Chambre, je ne peux pas mettre de côté les travaux de la présidence et produire une œuvre nouvelle. Je me suis mis à essayer de les concilier pour voir comment, une synthèse, pour voir comment, au niveau du Sénat, au moment où ce débat serait posé, nous serions en mesure de produire tel document qui reflèterait un peu ce qui a été considéré comme... Vous en êtes à quel point? Presque terminé. Presque terminé. C'est une bonne nouvelle. Presque terminé. Bon, donc, si je comprends bien, sénateur Augustin, il faudra attendre le deuxième lundi de janvier. Non, c'est dans quelques jours. Il faut attendre le deuxième lundi de janvier. Mais... pour voir à quelle sauce nous allons être mangés. Ah oui. Mais je pense que ce qui est le plus important pour nous autres, c'est
de trouver les moyens pour garantir la paix et la stabilité de ce pays. Parce que l'insécurité fait rage dans le pays. Et même pour l'organisation des élections, je présume déjà que certaines autorités qui détiennent les rênes du pouvoir vont s'aggloutir derrière le problème de sécurité pour se maintenir davantage au pouvoir. Je crois que ce que nous avons besoin, c'est ce discours que j'ai entendu pendant longtemps, cette question de conférence nationale, et dont je n'entends plus parler maintenant. On a besoin, c'est véritablement le moment où on a besoin de cette conférence nationale pour qu'on puisse prendre des décisions qui soient plus favorables au bien-être de la population. Oui, mais vous savez très bien, un programme haïtien qui le dit clairement, on peut mener la bourrique à la rivière, mais on ne peut pas la faire boire. C'est vrai. Bon, mettre des responsables autour d'une table pour discuter et trouver un consensus, c'est probablement la chose la plus difficile dans le contexte haïtien aujourd'hui. Mais je voudrais quand même, Serge, attirer l'attention de la population sur ce problème constaté dans la solution qui a été proposée par le gouvernement Préval dans l'amendement du 9 mai 2011, parce qu'en fait, on t'a dit ça en créole, on t'a dit, bon, là, nous dit que mandat, chaque monde c'est tiers qui t'est passé, c'est mandat qui doit commencer. C'est-à-dire que, pas une question, mon mandat 4 ans, 6 ans, c'est à partir de l'élection a été faite là. Là, pour un ensemble d'élections qui, on ne prend par exemple depuis ce gouvernement Martin jusqu'à nos jours, qui n'a pas jamais fait. Maintenant, comment on va déterminer ce mandat? Il n'y a pas le croiser, il n'y a pas le rencontrer avec un ensemble d'autres articles dans la Constitution. Hein. Ouais. Par exemple, la question de la permanence du Sénat. Par exemple, la possibilité de l'amendement. Donc, ça veut dire qu'il faut une réflexion profonde sur la question pour essayer de la résoudre définitivement et non pas rechercher au monde capable de chercher peut-être pour tout espace pouvoir, tout, parce qu'il y a cette tentation également au niveau de l'exécutif de pouvoir diriger seul. Ouais? Donc, je crois que cette tentation de la part de l'exécutif de vouloir diriger seul peut revêtir des formes autoritaires parce que toute l'histoire de l'humanité a été faite de ces expériences et c'est sur ces expériences qui ont conduit à la systématisation de la démocratie. Toute l'histoire de l'humanité et surtout l'histoire d'Haïti. Et surtout l'histoire d'Haïti. Donc, par conséquent... Merci, sénateur. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour nous donner votre opinion sur la question de la fin du mandat du dernier tiers du Sénat. En principe, ça devrait être le deuxième lundi du mois de janvier 2022. D'autres parlent de 2023. La question reste posée. Attendons le deuxième lundi du mois de janvier pour savoir comment ça va se passer. Merci, sénateur. Bonne fin de journée. C'est moi qui vous remercie. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.